Maintenant, je vais vous partager, moi personnellement, mon parcours lorsque je devais me reconvertir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle, mon père, quand il était un inspecteur de l'enseignement élémentaire, quand le ministère leur avait donné leurs ordinateurs, là, à l'époque, je ne sais plus, en tout cas c'est dans les années 90, avec le système d'exploitation Windows 95, ben, je voyais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé en fait en moi. Quand j'ai vu la machine et tout ça, mon père, imaginez à cette époque, il y avait un lion là, je ne sais pas si vous avez connu ça, un lion avec beaucoup de couleurs là qu'on pouvait imprimer. Mon père, il était content, il a imprimé ça, il est venu nous montrer. Ce geste là, ça a fait un tic en moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'origine, quand j'étais petit, je voulais être un enseignant. Donc moi je ne voulais même pas arriver à bac et tout ça là, parce qu'à cette époque, quand tu as le BFM, tu fais un concours qu'ils appellent EFI. Donc si vous réussissez le concours, vous êtes soit orienté ici à l'école normale qui est là, ou bien à l'école normale William Ponty qui était à Kolda. Et donc en 4 ans, normalement, vous devenez un enseignant fonctionnaire. Donc c'est ce que je voulais faire. Je me rappelle le jour où, je sais pas, c'était dans une discussion avec mes parents et tout ça, ma mère m'a demandé, je lui ai dit je veux être enseignant. Elle m'a dit t'as pas honte. Tu veux faire rien d'autre qu'enseignant. Mon père qui la regarde, tu lui dis mais toi-même tu es quoi? Tu es enseignante? Non. Donc c'est pour vous dire un peu d'où je suis venu et là où je suis arrivé aujourd'hui. Donc je continue avec l'histoire de l'ordinateur. Donc quand j'ai vu ça, je n'y connaissais rien du tout. Mais comme je voyais la clé du bureau de mon père là-bas, souvent, bah, de temps en temps, j'allais à l'inspection. Voilà, je faisais n'importe quoi avec l'ordinateur, juste pour faire quelque chose, imprimer le lion. Et il y avait des trucs là aussi, comment on appelle ça encore? On pouvait écrire quelque chose et l'imprimer, faire des couleurs et tout ça. Hein? Voilà, c'est ça, c'est des trucs que je kiffais trop. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai eu mon BFM. Quand j'ai eu mon BFM, j'ai fait la série G. J'ai fait la série G pour 2 raisons. Parce que en série G, on ne fait pas de SVT. Et oui, c'est bizarre. Les 2 matières, bon, l'une je ne détestais pas, mais c'était la faute du prof. Dans lesquelles j'étais le plus nul en 3e, c'est les 2 matières qui m'ont permis d'avoir le BFM, c'est l'anglais et SVT. Donc, quand j'ai eu le BFM, je ne voulais pas faire SVT, mais j'ai vu aussi qu'ils font de l'informatique en série G. Donc, j'ai décidé de faire la série G. Et c'est là vraiment que tout a commencé. Quand vous êtes en série G, quand vous faites de l'informatique, vous faites des algorithmes, plutôt des organigrammes. Il y a beaucoup plus de théorie. Il y a beaucoup plus de théorie, mais par contre, ce sont des choses, des algos, des organigrammes. En fait, ça reproduit la logique de l'ordinateur et vous devez le faire manuellement en fait. Les true or false, est-ce que ça, quel type de graphe on doit mettre et tout ça là. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'à avoir mon bac. J'ai été orienté ici à la faculté des sciences économiques et sociales. Bon, j'ai fait là-bas 2 ans. Et c'est après que je suis allé en France. Donc j'ai fait là-bas de l'administration et gestion des entreprises jusqu'en licence. Bon, j'ai eu un enfant, je ne pouvais pas continuer mes études parce que je devais aller chercher de l'argent. Donc j'ai un peu bidouillé un peu partout. Je suis allé à Paris, j'ai fait là-bas 3 mois en tant que comptable, mais cette vie ne me convenait pas. Je suis retourné à Montpellier. J'ai commencé à chercher du travail dans mon domaine que je n'ai pas trouvé. Finalement, j'ai fait du nettoyage. J'ai été agent de nettoyage pendant 1 an et demi. Et après ça, parce que Montpellier c'est une petite ville en ce moment-là, c'était une toute petite ville. Les opportunités, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités en tout cas dans le domaine dans lequel j'étais. Donc finalement, le seul travail que j'ai pu trouver à Montpellier et qui calait un peu avec ce que je faisais, c'était un archiviste comptable. Donc j'ai fait ça et à un moment donné, franchement, ça ne me plaisait plus en fait. Ça ne me plaisait plus. Mais il faut savoir aussi une chose. Je ne sais pas, Tchano, si tu l'as connu, page perso de Orange. Voilà. C'est quand j'étais au lycée, j'ai essayé avec page perso de créer des sites web. Page perso de créer un site. En fait, je voulais juste parler de moi, parler de l'Afrique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne raison pour laquelle
j'ai décidé de me reconvertir en tant que développeur. Mais aussi, il y avait une bonne raison, au-delà du fait que je ne voulais pas faire SVT et tout ça là, pourquoi j'ai fait de la comptabilité. Et ça, en fait, ça s'est affirmé lorsque j'étais en première. Je pense que c'est lorsque j'étais en première que Air France est allé en faillite. Non, Air Afrique est allé en faillite. Et je me rappelle à cette époque, j'étais avec mes camarades de classe, on était en train de réfléchir comment faire pour sauver Air France. Donc j'ai fait, Air Afrique. J'ai fait de la comptabilité et j'ai poussé dans le domaine, mais vraiment c'était pour avoir les outils qu'il faut. Mais Air Afrique était morte, mais moi je tenais vraiment à cette entreprise régionale parce que voilà, c'était notre, je sais pas comment dire en fait. Voilà, ça m'était trop cher en fait. Donc de tout mon parcours en tant que comptable, c'est ça que j'avais dans la tête. Maintenant pour mon parcours en tant que développeur, franchement le premier site que j'ai commencé à créer, c'était avec TwoWeb. Je ne sais pas si ça existe encore. J'ai travaillé avec jusqu'à la version 3. J'ai été, je pense, parmi les testeurs bêta de TwoWeb. Tu faisais ton site sans aucun code, mais pour faire le style et tout ça, Google a toujours été mon ami. J'allais sur Google, je cherche, si je voulais faire quelque chose, j'allais sur Google, je cherchais, je trouvais, parfois je connaissais rien du code, je copiais, je collais, je bidouillais et j'arrivais à avoir ce que je voulais. Donc, avec TwoWeb, j'ai commencé à faire un peu de programmation et j'ai créé un site qui s'appelait knfree.c.la. Pourquoi? Je me suis reconverti en développeur particulièrement pour me permettre en fait de communiquer avec le monde, particulièrement de communiquer avec les Africains. Mon premier site knfree.c.la, si vous allez sur archive.org, vous tapez le truc, vous allez le retrouver, vous allez voir les articles, c'est que des articles engagés. Ça parlait de l'Afrique, ça parlait de Cheikh Anta Diop, ça parlait de... Voilà. Et pendant ce temps-là, en fait, si vous voyez jusque-là, il y a beaucoup d'informatique dans mon parcours. Et c'est le moment aussi où j'ai connu Cheikh Djelar, le grand frère à Abdoul, qui m'a initié à Drupal. Je me rappelle qu'il avait quitté Toulouse, qui est venu uniquement pour ça, qui m'a initié à Drupal. Et après, c'est Abdoul lui-même, quelques mois après, 2 ou 3 mois après, Abdoul m'a initié à WordPress. Et de là, en fait, je me suis dit, bon, particulièrement, c'était pas ça. En fait, j'avais pas confiance en moi. À cette époque-là, je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me disais que c'était trop inaccessible, c'était pas possible. Donc, quand j'ai démissionné de mon travail en tant qu'archiviste comptable pour aller me reconvertir, tenez-vous bien, je voulais être agent immobilier. Oui. Il y a une première reconversion, qui a échoué, parce que j'ai pas fait tout le travail là, qui a échoué. Et bon, j'ai eu 6 ou 5 mois de formation, je voulais être journaliste d'investigation. Oui. Ça n'a pas marché. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais pas prêt. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment où j'avais un enfant et tout ça. Et il y a des sacrifices que je ne voulais pas faire en fait. Je tiens beaucoup à mon rôle de père. Il y a des sacrifices que je ne pouvais pas me permettre de faire. Donc finalement, j'ai laissé tomber ça. Mais jusque là où je vous parle, c'est quelque chose qui me tique encore parce que j'aime bien aller chercher des choses, aller fouiner, trouver des choses et les révéler au monde entier. Voilà, c'est mon dada en fait, j'aime bien ça. Donc, quand j'ai démissionné, donc j'ai préparé mon dossier professionnel et tout ça. Je suis allé voir une conseillère d'orientation. Donc je lui ai présenté mon CV et tout ça là, et mon projet professionnel. Elle m'a regardé, la dame, et aujourd'hui je la remercie beaucoup cette dame parce que c'est elle qui m'a donné le courage vraiment de marquer le pas, voilà, d'avancer vraiment. Je suis allé la voir, elle a regardé mon CV, elle a regardé mon projet professionnel et m'a dit, mais monsieur, ce que vous voulez faire est complètement différent de ce qu'il y a là, de ce que je vois dans ton CV. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle me dit, déjà, vous voulez faire agent immobilier. Est-ce que vous connaissez le monde de l'immobilier? Je lui ai dit non. Il m'a dit, faut pas se tromper. Hein. Vous avez un petit salaire. Ce qui va
grossir votre salaire, c'est les commissions que vous allez avoir sur les maisons que vous allez louer ou bien les maisons que vous allez vendre et tout ça. Il m'a dit donc c'est trop, c'est pas, comment dire, instable. Voilà, c'est pas stable, c'est instable. Excusez-moi. Après, il me dit, mais monsieur, moi de ce que je vois sur ton CV là, tu veux pas faire de l'informatique? Je dis informatique, mais quoi? Il m'a dit, ben attends, je peux regarder, je sais pas, ces derniers temps, quand je regardais ma fiche, j'ai vu, il y a une formation en BTS SEO Slam. Je dis, ben allez-y, regardez. Elle a regardé. Elle a dit, est-ce que ça vous intéresse déjà? J'ai dit, mais si vous voyez bien mon CV, je fais que ça et pourtant je ne suis pas professionnel dedans, mais je bidouille, j'arrive à faire pas mal de choses, mais et pourtant j'ai aucune compétence là-dessus. Elle m'a dit, attends-moi, 5 minutes. Elle a pris son téléphone, elle a appelé l'école. Ben, c'était bon, ils m'ont donné rendez-vous le lendemain. Donc le lendemain, je suis allé, j'ai fait un entretien. En tout cas, en une semaine, tout était réglé. Après, il fallait faire un dossier de financement et tout ça parce qu'il faut savoir qu'en ce moment-là, la région Languedoc-Roussillon, à laquelle dépendait Montpellier, avait vraiment besoin de développeurs en fait. Ils en avaient vraiment besoin. Ils ont financé ces formations. On était au nombre de 20 ou 25 à coût de 15 000, entre 15 000 et 20 000 euros par personne. Donc, ils ont pris vraiment ce risque, ils ont investi sur nous, en fait, pour nous faciliter notre reconversion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on se formait et en même temps, ils nous payaient un salaire tous les mois qui nous permettait au moins d'être tranquille financièrement pour pouvoir suivre notre formation. Donc là, on vient vraiment dans le vif du sujet. Quand j'ai commencé la formation, j'étais un peu perdu, mais je n'ai pas attendu en fait la formation pour commencer à me former. J'avais commencé à faire du HTML, CSS et j'avais commencé un peu de PHP et je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Parce que je me rappelle, dans notre classe, il y avait tout type de profil. Il y avait un militaire qui venait d'être libéré tout de suite. Le gars, il a fait lundi, jeudi, vendredi. Non, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on avait fait de la programmation. HTML, CSS. Le lundi, il y a la moitié de la classe a envoyé des demandes d'emploi et tout ça là. Personne ne m'a répondu. Jusqu'à un jour, une dame m'appelle et me dit, ouais, je voulais te prendre en entretien dans une semaine ou quelque chose comme ça. Je n'étais pas à Montpellier. Et bon, aujourd'hui elle n'est pas là, mais c'est vraiment cette dame-là aussi. Parce que souvent je dis, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas les grandes entreprises qui créent de l'emploi, ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi. C'était une petite entreprise, ils étaient moins de 10 personnes. Donc elle m'a reçu plutôt en entretien, on a discuté, elle m'a dit qu'elle ne m'a pas demandé de diplôme, rien du tout. Qu'est-ce que tu sais faire? Je lui ai montré un peu mon CV, il m'a dit, bon, tu n'as pas encore fait quelque chose, mais on va essayer d'améliorer ça. Donc c'est avec l'entreprise s'appelait J-Code. Donc c'est avec J-Code vraiment que j'ai pris mes pieds, vraiment que j'ai commencé à prendre une bonne base parce qu'avant je faisais du freelance, donc le milieu professionnel je ne connaissais pas encore beaucoup. Donc c'est cette dame-là vraiment qui m'a donné ma chance et qui a permis aujourd'hui, franchement, si j'en suis là aujourd'hui, à avoir un certain niveau, avoir certaines compétences, c'est franchement grâce à J-Code. Et je ne cesserai jamais de le remercier parce qu'au moment où tout le monde ne me faisait pas confiance, ben, la dame, elle a pris le risque, elle m'a fait confiance et voilà, à la fin, bon, quand je voulais partir, elle ne voulait pas, mais bon, moi j'avais l'objectif de rentrer et voilà. Et quand je suis rentré aussi, ben, je suis rentré. Quand je suis rentré, entre-temps, bon, je suis venu en vacances, j'ai vu Abdoul, j'ai vu qu'il y avait lieu que je rentre vraiment parce qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Donc quand je suis retourné à Montpellier, j'ai démissionné et je croyais que bon, la procédure allait être rapide parce qu'il y a beaucoup de choses que je devais régler avant de rentrer et tout ça là. Mais la procédure s'est rallongée jusqu'au mois de décembre et donc j'avais mal calculé mon truc, j'ai démissionné plus tôt. J'ai commencé à retourner dans la galère et je me suis remis en freelance. Et voilà, jusqu'à ce que je venais, c'est un gars qui est allé sur LinkedIn, qui m'a cherché, qui m'a trouvé, c'est Laverdi, qui m'a confié son projet de Bitcoin. Et il me faisait tellement confiance que même
en fait, le projet, finalement, je l'ai livré quand je suis rentré ici au Sénégal, au mois de février 2018. On a commencé à travailler avec lui au mois de décembre. Et malgré que je rentrais, ça ne l'a pas déstabilisé. Il m'a dit, je te fais confiance. Puisqu'il y a les réseaux sociaux, il y a WhatsApp et tout ça, là, on peut communiquer sur WhatsApp. Donc, c'est ici, en février 2018, que j'ai terminé son projet. Et quand je suis arrivé, honnêtement, moi, ce qui était dans ma tête, c'était pas d'être ni gérer Bakeli, ni être directeur technique, ni être lead. Non, ce qui m'intéressait, c'est apprendre. Abdoul peut être là, il est témoin. C'est lui qui s'est levé un beau jour, qui a vu ma tête qui est très belle. Il m'a dit, Sadio, je veux que tu sois le directeur technique de Volcano. Mais je ne l'ai pas demandé en fait. Parce que moi, tout ce qui m'intéressait, j'estimais que je n'avais pas encore fini d'apprendre. Donc, je devais continuer d'apprendre. Et j'ai pas, ce que je dis souvent en fait, moi plutôt, l'être humain peut me vendre tout qui ne m'intéresse vraiment pas tant que ce n'est pas la connaissance. Vends-moi de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Vends-moi ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Vends-moi de la connaissance. Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas wolof. Donc, vends-moi la connaissance, mais je deviens ton esclave en fait. Je te suis partout où tu vas, je vais te suivre. Et c'est ça qui m'habitait vraiment lorsque j'ai commencé à travailler à Volcano. Et avec le temps, avec tous les projets qui sont arrivés, avec les expériences qu'on a eues, avec tout ce qu'on a vécu, ça fait qu'aujourd'hui, voilà. Je ne peux pas dire que je suis un super expert, mais quand même, ce que j'aime, je sais bien le faire en fait. Donc, et je vais m'en arrêter là. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ah, man, si vous nous donnez la parole là, je parle, hein. Et là j'ai résumé. Hein. Allez, Madoche. Aïcha. Ok. Pardon. Merci beaucoup, Sadio, pour la présentation. Alors, nous sommes à la fin des questions. Je peux commencer là. Toujours les gars. C'est le face à face. Ouais, tu peux commencer. C'est pas de question. Et il est où mon joker même? Après, tu as des questions? Non, je fais signe à la... Ah, ok, d'accord. Les questions, s'il vous plaît. Je ne suis pas posé des questions. Ouais, ça veut dire que tu es bien expliqué alors? Ou bien vous vous êtes ennuyé? Moi j'ai une question. Tcherno a une question. Ah, ok, ok. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans la dernière reconversion, la formation ou la préformation? Non, la préformation. La formation, bon, ça, c'était pas dur comme je l'ai dit parce que moi j'avais une projection dans l'avenir et j'aimais vraiment ce que je faisais en fait. Chaque jour, j'apprenais de nouvelles choses, surtout quand c'est avec les codes. Et il faut le dire, hein, je suis retourné vraiment, on va dire, en terminale quoi. Parce que là, je vous ai parlé que de programmation du la formation, mais j'ai fait de l'anglais, j'ai fait du français et quoi d'autre? J'ai oublié. De l'économie. J'ai fait de l'économie, de la comptabilité. J'ai fait de la comptabilité du réseau. Et bizarrement, je ne sais pas, mais c'est le seul cours que j'ai fait de ma vie où je m'endors sans avoir sommeil. Les cours de réseau. J'avais pas sommeil, j'étais pas fatigué, mais je m'endors à tous les cours. Donc c'est plus après la formation qui était très difficile parce que comme je l'ai dit en fait, il faut pouvoir s'affirmer et ne pas avoir de complaisance en fait, ne pas avoir honte de dire que je ne sais pas, je veux apprendre. Donc ça a été très extrêmement dur à la fin de la formation pour trouver un travail, mais aussi après avoir trouvé un travail, pour s'affirmer dans le travail que j'avais en fait. Parce que comme je l'ai dit, la dame m'avait fait confiance et moi quand on me fait confiance, je ne veux pas décevoir les gens en fait. Donc il a fallu vraiment que
je me fasse mal, vraiment. Elle nous interdisait de travailler à la maison. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Je mettais mes projets dans Google Drive. Quand j'arrivais à la maison, je récupérais et je continuais mes trucs en fait. Et voilà. Donc vraiment, ce qui a été plus difficile, c'était à la fin. Quand j'ai fini de faire la formation et que je devais trouver du travail. Parce que comme je l'ai dit en fait, je suis un débutant, je suis un junior dans le domaine, tout le monde ne te fait pas confiance en fait. Donc voilà, et souvent dans les entreprises, ils ne veulent pas être là à te reformer ou quelque chose comme ça. Tout ce qui les intéresse, c'est que tu sois opérationnel dès qu'ils te recrutent en fait. Et ce que je ne pouvais pas avoir. Et même la dame, quand elle m'a recruté, j'ai d'abord fait du WordPress. J'ai fait du WordPress. Quand j'ai fini avec WordPress, j'ai fait du Symfony, la version 1 de Symfony, parce qu'ils avaient un site Canal Trafic. C'est un site comme IMD ou quelque chose comme ça, où vous pouvez aller voir, regarder, bon, pas regarder les films, mais voir les notes des films, les dernières sorties et tout ça. Et ils avaient plus de 50 000 visites par jour sur le site là. C'était sous Symfony 1. Et c'est là où j'ai vu vraiment que le back-end, excusez-moi, c'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu un back-end plus pourri que ce back-end. Et pourtant, si vous voyez le front, vous n'allez pas y croire en fait. Ils ne se sont pas fatigués pour le back-end. Ce que Matar fait là, dashboard, graph, les boutons qui sont... Non, 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 ils mettent des petits boutons. Genre, il y avait expérience, genre, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui était important pour eux, c'est de mettre les données. Et qu'il n'y ait pas de bug. Et pourtant, sur le front, vous voyez, c'était extraordinaire et il y avait plus de 50 000 visites par jour. Donc, après Symfony 1, j'ai fait du PrestaShop. Donc, j'ai développé un plugin PrestaShop et ils avaient, eux, la plupart de leurs revenus, en tout cas 30% de leurs revenus, venaient des ventes de plugins de PrestaShop. Donc, actuellement, ils étaient sous PrestaShop 1.6 et c'est au moment où PrestaShop 1.7 est sorti. Donc, tous leurs plugins, ils étaient au nombre de plus de 50 ou 60. J'ai tout migré sur PrestaShop 1.7. Voilà. Oui. Merci pour la présentation. Pour tes projets freelance, tu livrais du code pur ou bien tu déployais les sites? Si, j'ai déployé. Tu te débrouillais pour déployer? Non, je savais déployer. Je me rappelle, non, j'ai commencé à déployer au mois de décembre 2014 quand j'ai commencé la formation. 3 mois après, j'ai commencé, j'ai acheté un domaine sadio5.net. Hein, j'ai mis là-bas un countdown, tu vois, un coming soon, ouais, ça va, je vais déployer dans une semaine, je ne déploie pas. Et mes camarades de classe, ils me disent, mais Sangare, quand est-ce que tu vas déployer? J'ai déployé au mois de février ou mars, finalement. Parce que j'apprenais. Et c'était sur des serveurs mutualisés et tout ça, fallait utiliser FileZilla, faire certains trucs et tout ça. En plus, en ce moment-là, la façon dont on déploie Laravel est complètement différente de, en tout cas la version 4 de Laravel, comment on déployait quoi. Parce que la structure change en fait. Il fallait forcément mettre tout ce qui est dans le dossier public de Laravel, il fallait le mettre dans le dossier 3W. Et tout le reste, il fallait créer un autre dossier, le mettre dedans et après retourner dans la configuration de Laravel, changer les choses. Donc franchement, ça m'a pris 1 ou 2 ou 3 mois même pour pouvoir déployer mon projet Laravel quoi. Et pour les, comment dire, pendant le jour de tes formations, de ton formation, tu faisais quoi? Tu faisais du travail après les heures libres ou bien? Non. En même temps, tu faisais que te former ou bien? Non, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas arrêté. Je me formais, comme je l'ai dit, on me payait tous les mois, donc côté financièrement, j'avais pas de problème. Mais moi, je ne voulais pas me limiter, et toute ma vie scolaire s'est résumée à ça. Je ne me limite pas à ce que le prof ou l'enseignant ou quelque chose comme ça me dit en classe. Ça s'est affirmé, je pense, quand j'étais en terminale. Notre prof d'histoire nous disait le parfait nulard est celui qui ne sait que ce qu'il a appris à l'école. Donc ça m'avait marqué. Donc aujourd'hui, je peux dire que tout ce que je sais, mais vraiment les 80%, je l'ai appris moi-même. L'école m'a servi juste de pouvoir me cadrer en fait. De me permettre de savoir où je vais et quand je veux me former, quand je veux savoir quelque chose ou être doué dans quelque chose, par où passer en fait pour y arriver.